Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Ça y est, on y est arrivé, la dernière vidéo sur la boîte investigateur de la campagne, enfin du cycle, les clés écarlates. Voilà, ça a pris du temps, beaucoup plus de temps que prévu. Je crois que cette vidéo, il était prévu qu'elle soit diffusée, alors je sais plus si c'est le 7 ou la semaine du 7 février. Aujourd'hui on est le 25. Moi je pense qu'elle sera diffusée le 1er ou le 2 mars. Les vidéos suivantes ne sont pas toutes préparées, donc elles seront diffusées aux alentours du 15... Allez, on va dire du 15 au 28 mars. Et je n'ai pas encore... J'ai précommandé mais je n'ai pas encore la boîte de campagne. Et vu que je n'ai pas encore joué la campagne précédente, pour l'aspect scénario, donc la campagne Les Clés Écarlates, vous n'êtes pas près de la voir. Et la campagne Aux confins de la Terre, je finirai par la jouer, je finirai par la filmer, mais comme je n'ai pas encore acheté les pions, on va dire de luxe, spécifiques à cette boîte-là, soit je repasse aux pions en carton, pour pouvoir mélanger les pions cartonnés les pions chaos, je sais plus comment ça s'appelle, givre ou enfin bref. Soit j'attends d'avoir acheté et reçu les pions de luxe pour m'y lancer. Et puis il y a aussi que je dise pas de bêtises, c'est le cycle 3 fanmade que j'ai payé il y a quelques semaines. Donc il faudra que je finisse de filmer les scénarios du premier cycle, que je filme ceux du deuxième cycle. Bref, j'ai du contenu à faire. Et là, j'ai vu ce matin, enfin, ouais, ou vers midi, je sais plus, il y a l'Open the Box du pack Gambit, donc du jeu Marvel Champions, sur la Marvel Champions JCE TV. Je crois que je n'ai pas encore pocheté la boîte de base qui s'appelle quelque chose mutant, l'avènement des mutants, l'avènement de Magneto, non je confonds avec l'avènement de Kranos, bref, j'ai toujours pas pocheté ça, j'ai pas pocheté les packs, j'ai précommandé mais pas encore reçu Gambit et Rogue je crois. Bon. Du coup, plein de vidéos, et puis comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, ces dernières semaines j'ai eu du mal à y consacrer du temps. J'ai des enregistrements, je vais voir si j'ai ça sous la main. Ah non, j'ai pas là, j'ai ça sur un disque dur externe, mais j'ai des enregistrements de parties de Marvel Champions que j'ai fait il y a 3 mois, à ce stade-là, peut-être 5 mois même, que j'ai toujours pas monté. Donc voilà, tout ça pour dire, vous n'êtes pas prêts de voir sur cette chaîne la campagne Les Clés Écarlates. Je pense que vous la verrez juste avant le début des vidéos sur la prochaine boîte investigateur. Donc en décembre prochain, pas plus tôt. Vous avez le temps. Bref, je disais donc aujourd'hui les 5 faiblesses de cette boîte. Alors, je l'avais précisé il y a longtemps de ça, une des spécificités de ce cycle, c'est que les faiblesses de base, les 5 faiblesses de base sont spécifiques à des investigateurs. C'est-à-dire que la première ne peut être que dans un deck de gardiens, dans un deck de chercheurs, dans un deck de truands, dans un deck de mystiques et dans un deck de survivants. Du coup, eh bien, pour les 5, ce que je vais commenter, c'est la facilité ou non pour un investigateur de cette classe lambda de la gérer, et les investigateurs pour lesquels c'est particulièrement difficile. On commence par la première, rôdeur dans l'obscurité, un ennemi 3-2-1, trait monstre et Shogot, investigateur gardien uniquement, chasseur, génération n'importe quel lieu connexe. Le rôdeur dans l'obscurité ne peut être attaqué ou blessé qu'en utilisant des soutiens armes ou des événements tactiques
et subit un dégât de moins de chaque source. Alors un ennemi 3-2-1, c'est faible. Moi je considère maintenant que l'ennemi standard, l'ennemi qu'on doit être capable de gérer, c'est un ennemi 3-3-3. Donc là, il a la valeur de combat assez standard. Comme je le mentionne souvent, 3 c'est la difficulté la plus habituelle. Il a moins de points de vie et il a une évasion faible. Il est chasseur, donc on peut pas simplement le laisser derrière soi. Quand on le génère dans un lieu connexe, donc on peut pas dire il est généré, je m'en débarrasse puis je continue, soit il va falloir aller dans son lieu et l'attaquer, donc on perd une action pour aller dans son lieu, soit on le laisse venir avec le mot-clé chasseur, mais dans ce cas-là on se prend son attaque qui est seulement d'un dégât, donc c'est pas gênant. On ne peut l'attaquer ou le blesser qu'en utilisant des soutiens armes. Généralement on attaque avec des armes ou des événements tactiques. Il y a beaucoup d'événements de gardiens qui sont tactiques, alors il y a des événements qui font des dégâts, je pense qu'ils n'ont pas le trait tactique, j'ai pas vérifié, mais tactique c'est assez fréquent. Le point le plus gênant, c'est qu'il subit un dégât de moins de chaque source. C'est-à-dire que si vous faites une attaque de base, 1-1, il se prend rien. Si vous faites une attaque de 2 dégâts, et moi je dis souvent que 2 dégâts c'est ce que devrait faire toute attaque, 2 dégâts moins 1, ça fait qu'1, et il faudra faire une deuxième attaque derrière. Mais il suffit d'avoir une attaque qui est supposée faire 3 dégâts pour l'achever en un coup. Donc c'est pas trop dur. Une attaque à plus 1 dégât, on attribue un coup vicieux, et voilà, il est vaincu. Alors, j'ai oublié de mentionner, il n'y a pas de remarque particulière. Cet effet... j'ai oublié de charger les onglets. Non, spécifiquement celui-ci. Cet effet de réduire de 1 le nombre de dégâts fait penser à Tommy Malloy, la faiblesse perso de Nathaniel Cho, et c'est pas trop gênant. Voilà. Si vous êtes dans un groupe, dans un grand groupe, il y aura beaucoup d'investigateurs qui, si vous êtes à 3 ou 4, il y aura plusieurs investigateurs qui auront la possibilité de lui faire des dégâts, de contribuer, et donc ça sera pas un problème. À noter également, comme il faut le générer dans un lieu connexe, tant qu'à faire, on peut le générer dans le lieu connexe dans lequel est le combattant secondaire. Et si on est le combattant secondaire, ou le polyvalent, on essaie de le générer dans le lieu du meilleur combattant. Voilà. Et, tant qu'à faire, il est généré dans un lieu connexe. Il ne peut être blessé que par des soutiens armes ou des événements tactiques. Il subit un dégât de moins de chaque source. Explosion de dynamite. Ça a le trait tactique, ça peut cibler un lieu connexe, ça inflige 3 dégâts à chaque ennemi. Le lieu connexe, ça tombe bien vu qu'il est généré dans un lieu connexe. C'est tactique, donc ça peut le blesser. 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Le rôdeur dans l'obscurité, je le trouve extrêmement simple à gérer. Vous jouez un gardien, vous mettez dans votre deck une copie de dynamite, et si vous jouez gardien, généralement vous jouez sans tenir au plan, donc la copie de l'explosion de dynamite, elle est face cachée sous sans tenir au plan. Donc à n'importe quel moment, vous avez votre explosion de dynamite pour gérer votre ennemi. Voilà. Alors comme je le mentionnais tout à l'heure, les investigateurs pour qui c'est le plus gênant? Dans tous les gardiens, ils sont quand même tous bien taillés pour faire du combat. Les exceptions, déjà il y a Caroline Fern, que 2 en force, par contre elle a 4 en intelligence. Caroline Fern, moi, quand je la joue, c'est en soutien, c'est comme polyvalente, pour le soin et aussi pour l'enquête, et elle est moins taillée pour le combat. En plus de ça, elle n'a pas accès aux cartes armes de niveau 1 à 5, mais elle a quand même accès, par exemple, à quelques sorts de mystique, elle a accès à quelques cartes qui font des dégâts chez les chercheurs. Il faudra quand même vérifier qu'elles ont le trait tactique.
et elle a accès à l'explosion de dynamite. Donc c'est plus gênant pour elle, mais ce n'est pas non plus trop gênant. Carson Sinclair, c'est un peu différent, parce que lui, bon, il a des stats pourris, et j'en parlerai dans ma vidéo qui lui sera consacrée, mais moi je trouve qu'on a incité à le jouer dans un groupe de 3 ou 4 investigateurs, et de le focaliser sur faire des choses aux autres. Soutenir les autres, et lui-même ne fait rien, qui lui est propre. Donc lui par contre, c'est probablement un gardien qui n'a pas d'explosion de dynamite. Mais à côté de ça, encore une fois, le rôdeur dans l'obscurité, on le génère dans un lieu connexe. Nekimgrat, donc voilà, Carson, si il n'est pas avec les autres, il génère dans le lieu des autres. Ça c'est peu probable parce que son action, c'est un investigateur dans votre lieu, donc a priori il est dans le lieu de tous les autres, mais eh bien il va utiliser sa capacité là, donner une action au combattant, et il va dire au combattant, bah je t'ai donné une action, bonus, il effectue immédiatement une action, donc avec cette action là le combattant va dans le lieu du rôdeur. Maintenant qu'il est dans le lieu du rôdeur, il a ses 3 actions pour le vaincre et revenir dans le lieu de Carson. Voilà. Donc le premier, le rôdeur dans l'obscurité, j'irai pas jusqu'à dire que c'est risible, parce que bon, il y a toujours le risque que qu'on pioche cet ennemi au mauvais moment, qu'on soit dans un scénario dans lequel il y a un effet du style tous les ennemis monstres ont riposte, ou je sais pas moi, vous ne pouvez pas enquêter tant qu'il y a un monstre dans votre lieu, des choses comme ça. Donc ça peut être gênant, mais dans des situations lambda, il semble très facilement gérable. Alors, la suivante, paradoxe quantique. Un événement qui coûte 0, qui a le trait paradoxe, investigateur-chercheur uniquement. En tant que coût supplémentaire pour jouer paradoxe quantique, vous devez choisir et défausser 4 autres cartes de votre main. Forcé, si paradoxe quantique est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez une horreur. Donc là, on a une carte qui joue sur... Enfin, qui joue. On a une carte qui nécessite d'avoir d'autres cartes en main pour les défausser. J'avais oublié de charger les onglets. Alors, du coup, déjà, comme c'est un événement, il va falloir le jouer, ça va prendre une action. Tant qu'on le joue pas, on se prend une horreur par tour. Ouais. De ce point de vue-là, ça rappelle un petit peu la faiblesse perso d'Agnès Baker. Bon, mais on est chez les chercheurs. Les chercheurs ont plein de cartes qui font piocher. On peut citer typiquement l'assistante de laboratoire, voilà, elle entre en jeu, elle fait piocher 2 cartes. On peut citer Nourrir l'esprit, la version de niveau 3. On l'incline, on dépense un secret, on fait un test d'intelligence de difficulté 0. On pioche une carte pour chaque point de réussite, et si on a plus de cartes en main que sa taille de main limite, on subit une horreur pour chaque carte dans la main en excès. On a dans cette boîte Découverte fascinante, qui peut permettre en une action de piocher jusqu'à 6 cartes si on est prêt à remettre 3 indices sur son lieu. Et spécifiquement Rex Murphy, il a une carte signature qui, pour une ressource et une action, lui permet de piocher autant de cartes qu'il a d'indices, jusqu'à un maximum de 5. Donc voilà, les chercheurs ont de bonnes capacités de pioche, donc il est quand même assez probable qu'ils aient 4 cartes dans leurs mains à un moment donné. Surtout, je ne l'ai pas mentionné là, mais il y a un style de deck chez les chercheurs qui consiste à avoir plein de cartes en main. Ce que moi j'appelle l'archétype main pleine, avec le sérum d'amplification des rêves, avec l'assistante de laboratoire, et à un moment donné, on dit par exemple « j'ai 8 cartes en main, donc vision de l'avenir me permet de jouer un événement en action rapide. J'ai 10 cartes en main, donc fragment de Celaeno me donne plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence, etc., etc. » Donc voilà, a priori, avoir les 4 cartes n'est pas difficile. Et si vous les avez pas, eh ben, vous allez consacrer quelques actions à les piocher. Et pendant ce temps-là, à la fin de votre tour, une horreur. Mais
les chercheurs ont des alliés, ont pas mal de petits alliés avec plusieurs points de santé mentale pour encaisser. Typiquement, l'assistante de laboratoire, qui est doublement utile contre cette faiblesse. Quand elle entre en jeu, elle fait piocher 2 cartes, donc la moitié des cartes nécessaires pour payer le coût supplémentaire de la faiblesse. Elle va encaisser une horreur, la deuxième horreur va la vaincre, donc première horreur à la fin de votre tour, et ensuite vous piochez une carte. Le round suivant, fin de votre tour, elle est vaincue, phase d'entretien, vous piochez une 4e carte, et ben voilà, ça y est, vous avez de quoi jouer la faiblesse, et vous ne vous êtes pris aucune horreur. Enfin, elles ont été encaissées par l'assistante de laboratoire. Voilà, on peut citer aussi la bibliothécaire adjointe, qui a un effet d'entrée en jeu, mais qui ensuite ne sert plus. On peut citer... Bon, Milan Christopher, il va encaisser 1, mais on aimerait le garder en jeu. L'étudiant énigmatique, il peut encaisser 2, et il a 3 secrets, donc une fois qu'on a fini d'utiliser tous ses secrets, on peut accepter de le sacrifier. Un peu pareil pour Monsieur Rook, ou pour le professeur William Webb. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des investigateurs qui sont beaucoup plus sensibles à cette faiblesse ? Daisy Walker, pas spécialement. D'ailleurs, même son signe des anciens lui permet, en cas de réussite, de piocher une carte par livre qu'elle contrôle. Donc potentiellement, elle fait un test, et sans avoir besoin de dépenser d'action pour piocher, elle a ses 4 cartes, parce qu'elle a 4 livres en jeu. Rex Murphy, je le mentionnais, non. Minty Fan, elle a de la bonne pioche. Et les Mandy Thompson, très bien. Et en fait, il n'y a aucun chercheur qui n'est particulièrement mauvais pour la pioche. Il y en a certains qui sont bien meilleurs, mais aucun n'est un mauvais piocheur. Donc cette faiblesse-là, elle n'est pas gênante. Alors, maintenant que j'y pense, les horreurs, on va voir lequel est le moins bon, lequel a le moins bon score en points de santé mentale. Je crois que c'est Joe Diamond. 7. Joe Diamond, il n'a que 6. Voilà, Joe Diamond et Vincent Lee n'ont que 6 points de santé mentale. Voilà, mais sinon, ce n'est pas une faiblesse gênante. La troisième maintenant, celle des truands, payer son dû. Un événement qui coûte 10, trait pacte, investigateur truand uniquement. En tant que coût supplémentaire pour jouer payer son dû, vous avez le droit de dépenser n'importe quel nombre d'actions supplémentaires. Réduisez de 5 le coût de cet événement pour chaque action supplémentaire ainsi dépensée. Forcé, si payer son dû est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez un dégât. Et là non plus, il n'y a pas de commentaire. Alors, la carte est chère, mais le coût peut être diminué. Donc, soit elle vous coûte une action et 10 ressources, ou 2 actions et 5 ressources, ou 3 actions et aucune ressource. Et il y a une attrition d'un dégât à la fin de chaque tour. Je crois que j'ai oublié de parler d'une carte. Bon, déjà les ressources. Les truands ont plein d'effets de gain de ressources. On peut mentionner série gagnante. Vous payez 3, vous dépensez une action, vous gagnez 10 ressources, donc vous avez fait un bénéfice de 7. Cible facile, gagnez 2 ressources et piochez une carte. Réaction après l'avoir joué, jouez gratuitement un autre exemplaire de cible facile de votre main. Potentiellement en une action, 6 ressources et 3 cartes piochées. Grégory Gris, il a 9 ressources. Réaction, quand vous initiez un test de compétence, dépensez jusqu'à 3 ressources de Grégory Gris. En cas de réussite avec une différence au moins égale à ce montant, gagnez un nombre équivalent de ressources. Donc il vous a coûté 3, mais il peut vous faire gagner 9, donc un bénéfice de 6. La carte Relation influente fait que chez les truands, il y a l'archétype truand friqué où on essaie d'amasser un maximum de ressources, tirer des bonus de ces ressources pour être plus efficace. Voilà, donc on est assez incité à avoir beaucoup de ressources. Maintenant, si on a peu de ressources, on peut dépenser des actions supplémentaires. Par exemple, dépenser 2 actions
pour que la carte ne coûte que 5. Et là, déjà, première remarque, dans la boîte de base, on a plusieurs faiblesses de base qui coûtent 2 actions pour les gérer. Donc devoir dépenser 2 actions pour une faiblesse de base, c'est pas nouveau. Là par contre, payer son dû, ça demandera aussi 5 ressources, ou alors carrément 3 actions pour que la carte soit gratuite. Mais en plus, les truands ont du gain d'action. Donc c'est pas rare pour un truand d'avoir 4 ou 5 actions dans son tour, donc 2 actions pour gérer la faiblesse, ça va. Voilà. Tant qu'on gère pas, on subit des dégâts. Alors ça c'est le truc que j'ai oublié de mentionner. L'Oni, alors ça c'est plutôt pour un truand combattant. L'Oni Ritter, voilà, on l'incline, on dépense une ressource, on choisit un soutien objet contrôlé par un investigateur dans le lieu, on le soigne de 1 dégât, et on soigne l'Oni de 1 dégât. Et les dégâts, enfin l'objet en question, ça peut être la veste de cuir. Donc l'Oni Ritter plus un objet qui peut prendre des dégâts, ça vous fait votre encaissement. Alors maintenant, les truands qui vont avoir plus de mal à gérer. Moi j'en vois 2. Le premier c'est Preston Fairmont. Alors, c'est pas tant qu'il est mauvais pour gérer cette faiblesse, c'est plutôt que beaucoup de joueurs aiment le jouer en survivant pauvre. Donc avec un minimum de ressources pour bénéficier du bonus de cacher son jeu. Ok, c'est pas mon style de jeu, mais si vous jouez Preston Fairmont pauvre, et ben logiquement, il aura pas assez de ressources pour payer la faiblesse, et donc il devra dépenser plus d'actions. Sauf que au début de son tour, il met 4 ressources sur l'héritage familial. Pendant la phase d'entretien, il peut prendre une ressource, donc il lui suffit de baisser le coût à 5 en dépensant 2 actions pour le gérer. Donc c'est pas trop grave non plus. Mais il a déjà sa faiblesse qui coûte 10. Donc si vous le jouez en survivant pauvre et que vous avez les 2 faiblesses à gérer dans une partie, ça va être anti-synergique avec votre deck. On a également Winifreda Bamok. Alors elle, le truc, c'est que sa particularité, c'est que si un test, elle attribue 2 cartes non-faiblesses différentes, elle pioche une carte. Donc moi je trouve que Winifreda Bamok, on est incité à la jouer avec plein de compétences, en mode réussite par 2 ou plus, et si on lui donne plein de cartes pour avoir si dans son deck on consacre beaucoup d'emplacements aux compétences, et aux bonus liés aux compétences, ça laisse pas beaucoup de place pour le gain de ressources. Voilà. Alors, on passe maintenant au mystique. Horreur ectoplasmique. Un ennemi, 2/2, très monstre et geist, investigateur mystique uniquement, chasseur. La première fois que vous révélez un pion KO lorsque vous attaquez ou tentez d'échapper à l'horreur ectoplasmique, révélez un pion supplémentaire pour chacun de vos emplacements d'arcane inoccupés. Rappel, chez les mystiques, il y a un certain nombre de cartes qui jouent avec les emplacements d'arcane. Dans le cycle précédent, donc aux confins de la Terre, on avait 2 cartes. Il me semblait que c'était plus, mais bon. En tout cas, il y a au moins ces 2 cartes-là qui incitent à avoir plein d'emplacements d'arcane occupés pour avoir des bonus. Par contre, dans ce cycle-là, alors on a des cartes on a cette carte-là, Fiole d'asservissement, qui donne des emplacements d'arcane, mais on a également 3 cartes qui donnent des avantages à avoir des emplacements d'arcane vides. Voilà. Donc maintenant, avec tout le pool de cartes, on peut faire des decks avec plein d'emplacements d'arcane occupés, on peut faire des decks avec plein d'emplacements d'arcane vides.
L'horreur ectoplasmique, c'est un ennemi assez faible, 2-2-2, il a par riposte, il inflige seulement une horreur. Voilà, donc normalement une seule attaque, avec une valeur de compétence de 5 ou 6 en standard, ça devrait suffire. Mais par contre, le truc, c'est que si vous avez des emplacements d'arcane inoccupés, vous révélez un pion supplémentaire pour chaque emplacement inoccupé. Donc si vous jouez un investigateur mystique lambda, vous tablez sur le fait que vous avez 2 emplacements d'arcane, et à un moment donné, ok, il est possible, pas de chance, vous en avez un inoccupé, donc à chacune de vos attaques, vous révélez 2 pions KO au lieu d'un seul. Donc il va falloir bien booster votre attaque. Si vous jouez en standard, au lieu de considérer que le pire résultat possible c'est le -4, vous direz, le pire résultat possible c'est -3 et -4. Mais ça reste assez improbable. Alors le pire résultat bien évidemment c'est l'échec automatique, mais en dehors de ça, le pire c'est -3 et -4. En plus probable, on est sur du -2 et -2, ou éventuellement -2 et -3. Donc au lieu de vous dire, pour cette action-là il faut que je sois à 2 au-dessus de la difficulté, donc à 4, vous direz pour cette action il faut que je sois à 4 au-dessus de la difficulté, donc à 6. C'est pas un changement énorme. Surtout quand vous avancez dans la campagne, autant au premier scénario c'est gênant, mais si vous êtes au 8e scénario, vous dites mon investigateur il a 5, en volonté, j'ai un flétrissement qui me donne un +3, j'ai 2 bonus passifs donc je fais une attaque à 10. 10 contre 2 ça va. En expert ça sera plus dur. Par contre, si vous jouez un deck qui fonctionne selon une logique, plein d'emplacements d'actions inoccupés, plein d'emplacements d'arcanes inoccupés, par exemple pour piocher plein de cartes avec initiation surnaturelle, là vous serez gêné. Et là vous risquez de vous trouver dans une situation où à chaque attaque vous piochez 3 pions, voire 4, voire potentiellement 5. Et là ça sera ça deviendra un ennemi très costaud. Mais dans ce cas-là, il vous suffit c'est vite dit, mais il faut avoir des dégâts soit facilement faits, soit sans test. Facilement fait, ça va être le rasoir spectral, une attaque à volonté plus force. Et facilement fait, surtout si vous jouez en un deck style emplacement d'arcane vide, on a la protection foudroyante. Alors j'attends que l'image se charge, voilà. Un sort qui coûte X. Avant de jouer la protection foudroyante, vous avez le droit de défausser n'importe quel nombre de cartes de vos emplacements d'arcane. Infligez X dégâts à un ennemi non élite engagé avec vous. La valeur de X ne peut pas être supérieure au nombre de vos emplacements d'arcane inoccupés. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous avez vos 2 emplacements d'arcane de base, un 3e grâce à, par exemple, Miroir Astral, donc 3 emplacements libres au total. Si vous attaquez l'horreur ectoplasmique, il faut piocher 4 pions du chaos d'un coup. C'est sévère, surtout en expert. Comme il n'a que 2 dégâts, où est-ce que c'est ? Voilà, ça. Comme il n'a que 2 dégâts, vous jouez protection foudroyante, vous payez 2, vous lui faites 2 dégâts, sans test, il est vaincu, voilà, c'est réglé. Et alors sinon, si un gardien, il peut jouer explosion dynamite, un chercheur peut jouer le rituel de sang, voilà, j'ai pas... Enfin voilà, donc... Dans un deck qui a les emplacements d'arcane remplis, c'est pas grave, c'est pas très gênant. Et si vous avez plein d'emplacements d'arcane libres, si c'est le genre de deck que vous jouez, vous mettez 1 ou 2 copies de protection foudroyante, et ça vous aidera bien. Si vous avez accès aux cartes chercheurs, le lexique occulte de niveau 0, ça fait l'affaire. Maintenant, parmi les mystiques, qui aura le plus de mal à s'en débarrasser ?
Alors Agnès Baker, tiens, tant que j'y pense, elle, carrément, elle peut utiliser sa capacité. Pendant son tour, elle s'inflige elle s'inflige une horreur, ça fait un dégât. Face des ennemis, l'horreur l'attaque, et dégâts infligés par Agnès, voilà, l'horreur est vaincue. Mais sinon, Luke Robinson, vu qu'il a cette capacité, à chaque tour vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu, il est incité à jouer avec les événements. Donc pas trop avec les soutiens qui occupent des emplacements d'arcane. Donc lui risque souvent d'en avoir 2 de libre. On a également Amina Zidane. Vu ses stats, elle est incitée à jouer avec les 3 charmes de sa boîte, qui occupent des emplacements de main, pas d'arcane. Pour avoir ces 3 charmes, elle peut choisir de prendre le miroir astral, qui lui donnera un 3e emplacement de main tant qu'elle a un emplacement d'arcane de libre. Donc à ce stade-là, on est vraiment incité à jouer un style emplacement d'arcane libre, avec la fiole d'asservissement, et l'initiation surnaturelle, et donc voilà, l'horreur ectoplasmique, à chaque attaque, faut piocher 4 pions. Voilà, ce sont les 2 investigateurs qui auront le plus de mal. Si on joue les decks qu'on incite à jouer avec eux. Mais sinon, ça semble pas être une faiblesse trop gênante. Et enfin, pour les survivants, mal préparé, un événement qui coûte 1, très bévu, investigateur survivant uniquement, à jouer uniquement si mal préparé est la seule carte de votre main et que vous avez exactement une ressource dans votre réserve. Tant que mal préparé dans votre main, chaque carte que vous attribuez à des tests de compétences est considérée comme ayant un icône de compétence approprié de moins. Ah, là, il y a un commentaire. C'est ce que j'allais dire. Ça semble être le pire de tous de loin parce que c'est le moins concentré sur le cycle et que les survivants ont diversifié leurs archétypes. Voilà, tous les gardiens peuvent se battre, tous les chercheurs peuvent piocher, tous les truands peuvent gagner des ressources ou des actions, tous les mystiques utilisent leurs emplacements d'arcane. Là je suis pas d'accord. Mais ce n'est pas tous les survivants qui jouent quelque chose ressemblant au style très terre-à-terre requis par cette carte. Globalement, je n'aime vraiment pas la conception de cette carte en raison de la variabilité de son effet. Voilà, Patrice avec le double acculé. Cette carte est une blague, mais pour un investigateur lambda, cette carte est pire qu'Amnésie et Paranoïa sur une unique carte. Bon voilà, c'est résumé ce que j'allais vous dire. Donc concrètement, cette carte-là vous incite à ne pas conserver de cartes en main, à les consommer rapidement, et à consommer rapidement vos ressources. Si vous n'êtes pas, et c'est dans cette situation seulement que vous pourrez jouer et donc vous débarrasser de mal préparés. Tant que vous n'en êtes pas débarrassé, les cartes attribuées aux tests de compétences sont bien moins efficaces. En général, une carte compétence apporte 2 icônes, éventuellement 3. Si on a un de moins, ça veut dire que la carte a moins un tiers, moins la moitié de son bonus. Cette carte-là est une blague dans un deck cacher son jeu, vu que cacher son jeu incite à ne conserver aucune ressource pour avoir un bonus. Alors par contre, dans un deck cacher son jeu, on peut choisir d'avoir plein de cartes en main. Mais si pendant votre phase d'entretien, vous piochez mal préparé, juste après vous dites « alors ce coup-ci je prends ma ressource », tour suivant vous débarrassez de toutes les cartes que vous avez en main, et pour finir, vous jouez mal préparé, avec votre unique ressource et vous dites « voilà c'est fait ».
Le problème, c'est que si vous passez tout votre tour à combattre un ennemi, vous n'avez peut-être pas le temps de vous débarrasser de toutes vos cartes en main. Phase d'entretien, vous repiochez. Et maintenant, vous avez encore plus de cartes à jeter. Voilà. Et ça, c'est en comptant sur le fait que vous jouez cacher son jeu. Si vous avez un deck qui prend les ressources pour les dépenser de temps en temps, qui garde les cartes tant que c'est pas nécessaire de les jouer, et ben se retrouver dans le cas d'avoir exactement une ressource et cette carte-là comme une carte en main, c'est extrêmement dur. Et le pire de tous, j'en parle dès maintenant, c'est Bob Jenkins. Bob Jenkins, il a des effets qui lui permettent d'économiser des ressources. Il a accès aux cartes truands, donc aux cartes qui font gagner des ressources, et sa faiblesse personnelle le punit s'il a peu de ressources. Donc Bob Jenkins, on a incité à le jouer en truand friqué. Et moi, j'ai fait une campagne avec Bob Jenkins, j'ai eu cette faiblesse-là. Et ben, je pouvais pas m'en débarrasser. Si je m'en débarrassais, je tuais mon deck, et je devenais extrêmement fragile à ma faiblesse personnelle. Donc je gardais cette carte-là en main, et donc concrètement, je ne pouvais plus attribuer de cartes à mes tests de compétences. C'est excessivement débilitant, comme on dit. Ça affaiblit énormément. Voilà. Donc comme je l'ai lu tout à l'heure, si vous jouez Wendy Adams, elle peut défausser des cartes pour remplacer un pion du chaos par un autre. Donc si elle a plein de cartes en main et qu'elle veut se débarrasser de mal préparé, elle peut utiliser sa capacité une fois par action. Ashcan Pete, il peut défausser ses cartes pour redresser Duke une fois par round. Et Cornered, acculé, une fois par round, vous pouvez défausser une carte pour un +2. Donc dans ces cas-là, ça sera plus facile. Si vous jouez cacher son jeu et que vous ne stockez pas les cartes, ça va, mais sinon ça peut être extrêmement dur. Et parmi tous les survivants, alors le plus dur c'est pour Bob Jenkins, mais sinon il y a aussi Silas Marsh. Son style de jeu, c'est d'attribuer des cartes compétences pour infliger les dégâts 2 par 2 avec son harpon. Et parce que moi je trouve que c'est la meilleure façon de le jouer. Voilà, on fait un test, on attribue opportuniste en 2 exemplaires, présence d'esprit, audace je crois. Voilà. Enfin bref, on attribue plein de cartes compétences, opportuniste reste en main, de temps en temps on remonte le harpon du changement dans sa main pour garder toutes ses cartes compétences. Et si tout d'un coup, chaque carte compétence, chaque carte que vous attribuez, alors on peut toujours attribuer les cartes compétences, parce que quand elles sont dans la main, elles ont encore leurs icônes, mais dès qu'elles ont été attribuées au test, elles perdent des icônes, donc Silas perd beaucoup de son efficacité. Et il y a aussi Patrice Huffaway, tout simplement parce qu'à chaque phase d'entretien, elle repioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc on peut pas se dire tour après tour je vais me débarrasser des cartes de ma main. Non, à la fin de chaque phase d'entretien, on a 5 cartes en main. Autre chose, Patrice Huffaway, justement parce qu'elle pioche énormément, on a incité à mettre dans son deck des cartes avec des icônes libres pour attribuer au test, peu importe la compétence testée. Les cartes qui ont des icônes libres, c'est dur d'avoir plus de 2 icônes libres. Donc généralement elles en ont 2. Donc on se dit par carte attribuée je me donne un +2. À cause de la faiblesse c'est seulement un +1. Donc si on partait sur l'idée de faire une enquête et d'attribuer 2 compétences avec chacune 2 icônes libres pour tester à 6 contre valeur occulte, on se retrouve seulement à 4 contre valeur occulte, c'est... on y perd grandement en efficacité. Et du coup, alors il faudra avoir le bon nombre de ressources, et
Patrice ne joue pas forcément un deck caché son jeu. Elle peut très bien le faire, mais c'est pas obligatoire. Donc il y aura ça. Et concrètement, comme elle a 5 cartes en main, il faudra qu'à sa première action, elle s'en débarrasse de 2. Deuxième action, qu'elle s'en débarrasse... que je relise un peu. Au lieu de piocher une carte, défausser toutes les cartes et piocher. Voilà. Donc elle en a 5 dans sa main en comptant mal préparé. Donc première action, elle en attribue 2. Deuxième action, elle en attribue 2. Troisième action, elle joue mal préparé. Mais encore une fois, à condition qu'elle n'ait qu'une ressource. Donc c'est quand même bien gênant. Et je suis d'accord avec le commentaire que j'ai lu tout à l'heure, des 5, c'est la plus chiante. Pour le moment, c'est la seule que j'ai eue en partie, et j'ai vraiment été très agacé. Et pour finir, on va noter un truc. Il y a des investigateurs neutres. Et ils n'ont pas de faiblesse. Alors, concrètement, il y en a 2. Lola Eyes, du cycle de Carcosa, et Charlie Kane, de ce cycle-ci. Et eux ne peuvent pas avoir une faiblesse spécifique à leur... à leur non-classe. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo qui était très longue, comme les 2 précédentes. J'ai pas de conclusion globale pour cette vidéo, à part le fait que les 4 premiers sont pas fantastiques, parce qu'à chaque fois c'est « Oh, ma faiblesse me demande de faire ce que je fais déjà ». Et si votre deck n'est pas conçu pour faire ça parce qu'il est un petit peu spécifique, il y a des moyens de contournement. Donc premier scénario, vous êtes peut-être gêné, entre le premier et le deuxième scénario, éventuellement, vous changez votre plan d'amélioration du deck pour intégrer une carte qui vous aide contre cette faiblesse perso. Mais voilà, donc les 4 premières, il faut faire son boulot, ça se passe bien. Et la 5e est extrêmement punitive. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une conclusion sur l'ensemble du cycle? Je ne pense pas. Alors, les investigateurs, Carson Sinclair, j'ai fait une liste de decks. Si je trouve le temps, parce que c'est le week-end, il y a du ménage à faire, si je trouve le temps, je le joue en trio. Je comptais le faire sur Carcosa, mais comme je vais jouer en expert, je vais le jouer sur le cercle brisé. Ma campagne favorite est celle que je maîtrise le mieux. Vincent Lee, il m'enthousiasme pas. Il faudrait le jouer en trio, m'enthousiasme pas. Kimani Jones, il m'enthousiasme absolument pas. Amina Zidane, elle est 3-3-3-3, déjà j'aime pas ça. Elle joue avec les fatalités. Alors c'est sympathique, mais il y a mieux pour jouer avec les fatalités. Elle a incité à jouer avec ses charmes, elle a ses 3 charmes. Bof. Darrell Simons, je l'ai joué. Et je l'ai trouvé, je m'attendais à ce qu'il soit extrêmement fort, je l'ai trouvé plus difficile, donc je le rejouerai. Déjà, il faudra que je lui fasse une liste de decks meilleure que ce que j'ai joué, pour la vidéo que je diffuserai dans 2-3 semaines. Bon. Voilà. Et pour finir, Charlie Kane, alors lui, il peut y avoir des trucs très sympathiques. Le fait qu'on ait le droit à 2 classes, le nombre de combinaisons de 2 parmi 5, je l'ai pas en tête, j'oublie toujours la formule, mais enfin bref, il y a pas mal de combinaisons. Il a un super signe des anciens, donc lui aussi, il aura droit à sa liste de decks Bénédiction d'Isis, à un moment ou à un autre. Voilà. Lui aussi probablement... Enfin non, il sera pas forcément en trio. Non. Enfin voilà. Donc sur les 5 investigateurs, il y en a que 2. Non, que je dise pas de bêtises. Mince, j'ai perdu le fil. Non, il y a que Charlie Kane qui m'enthousiasme beaucoup, les autres moyennement. Carte gardien. Modification sur mesure. J'aime bien l'idée de pouvoir me faire un deck avec un super sniper. Dans la dernière vidéo, j'ai rapidement mentionné un deck pour Tommy Muldoon et
C'était un deck de ce style-là, modification sur mesure à 8 XP, et un certain nombre d'améliorations pour son arme. Discours motivant, ça peut faire des combos sympas. Main tendue pour Silas Marsh. Aller de l'avant, éventuellement. Le chien de garde, je trouve ça trop puissant, mais ça peut faire un deck. Je crois que j'ai une liste sous la main. Zoé Samaras et ses chiens. Voilà, dans un deck, elle peut mettre 2 copies du chien de garde, 4 copies du chien de traîneau, l'étoile pour que tous ces chiens aient des bonus de points de vie. 2 copies toujours sur ses gardes pour pouvoir potentiellement jouer 4 chiens d'un coup. Bref. Menottes, ça peut être sympa. Alors chez les chercheurs, mémoire macabre, note de recherche, diagnostic étrange, découverte fascinante, cartographier la zone, notamment, je vais pas, Dr William T. Melson de niveau 2, génial. Carte de presse, non merci, je la jouerai pas, trop puissant. Chez les truands, alors chez les truands, ce que j'aime bien, c'est qu'on a, alors déjà on a toutes les cartes qui ont le trait illicite, j'en parlerai quand je ferai ma liste ma vidéo sur l'archétype illicite, et on a aussi beaucoup de cartes pour ce que j'appelle le combat par l'évasion, c'est-à-dire j'échappe à l'ennemi, et grâce à mon évasion, je combats encore plus efficacement derrière. Donc je vais pas entrer dans les détails. Chez les mystiques, alors les 3 charmes qui remplacent les 3 sorts habituels, ça peut donner des trucs originaux. Il y a, je sais plus combien, un mois et demi, j'ai fait ma vidéo sur la combo baguette de sourcier plus 6ème sens dans un deck Marie Lambeau. Voilà. Bon, ça fait un peu de changement. On a des cartes qui jouent avec les fatalités. On a aussi la possibilité de bénéficier de ces emplacements d'arcane vides. Donc épouvantable possession plus miroir astral dans un deck Daisy Walker, ça va être formidable. Voilà. On se donne 1 ou 2 emplacements de main supplémentaires. Une action supplémentaire pendant son tour pour jouer des livres, et potentiellement épouvantable possession en une action. Si on a également la fiole d'asservissement, en une action on va dire je pioche 5 cartes, et ensuite j'en défausse une. Voilà, Elrubage pour du deck fatalité, libérer l'âme. Alors pour du deck fatalité, ça va dépendre. Non pardon, pas libérer l'âme. Où est-ce qu'il est ? Dévoreur de péché. Voilà. Pour certains decks fatalité. En survivant raillerie, une carte, une compétence innée, encore une de plus, c'est toujours bon les compétences innées pour les survivants. Les dilemmes avec, où est-ce qu'elle est ? Avec Katia Isbank, à tester. Des cartes pour l'archétype difficulté de 0, moi j'adore le deck Wendy difficulté diminuée, donc vieux porte-clés de niveau 3 et faire la lumière, c'est vraiment génial dans ce deck. Voilà. En carte neutre, alors flingue hyper physique, j'aime vraiment pas la carte, je l'ai dit il y a 2 vidéos de ça, je trouve que ça affadit trop le jeu. Ceinture porte-outil, bon, faudra voir en fonction des decks. Lampe torche de niveau 3, je le jouerai pas parce que je trouve que c'est trop simple. Ça, voilà. Sanctification d'âme, ça peut faire des decks amusants. Je testerai un de ces jours. Le deck Caroline Fern avec la thérapie par l'hypnose, avec la trousse de chirurgie, avec l'aventurier pour recharger la trousse de chirurgie. Et il faudra trouver à quoi servira tous les plus 2 qu'elle pourra se donner. Bon. Enfin voilà. Du coup, fin de cette vidéo. Prochaine vidéo, je sais pas encore, ça dépendra de l'ordre dans lequel la préparation aura été finie. Je ferai une semaine consacrée soit aux 5 archétypes, soit aux 6 listes de decks. Et encore une fois,
Ça sera pas la semaine prochaine, ça sera aux alentours de la mi-mars. Peut-être la semaine du 13, plutôt la semaine du 20. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, cliquer sur le pouce, dire si vous aussi vous trouvez qu'il y a des cartes trop forts ou si ça vous gêne pas. Éventuellement, si vous aimez les paris et les pronostics, vous pouvez indiquer selon vous quelles seront les cartes du cycle qui entreront sur la liste des tabous. Par exemple, le chien de garde, ou la lampe torche, ou le flingue. Alors honnêtement, chien de garde et lampe torche, moi je pense que ça devrait... D'un autre côté, comme ça a été fait par des joueurs, je sais pas si FFG voudra dire, bon, des joueurs ont conçu ces cartes-là, mais elles ont été mal conçues, donc on met sur la liste des tabous, ou en tout cas mal conçues, en tout cas conçues trop fortes. Bon, moi je pense que ça mériterait un passage sur la liste des tabous, mais je pense pas que ça arrivera. Bref, en tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine, au revoir.